Donc, toujours dans la même unité, on va voir aujourd'hui l'exploration biochimique de l'équilibre hydro-minéral. C'est-à-dire, on va voir les mouvements d'eau et des électrolytes les plus importants dans notre organisme. Donc, on va voir une introduction. Donc, pour l'équilibre hydrominéral, je suppose que vous avez déjà vu la physiopathologie, c'est-à-dire les mécanismes qui sont à l'origine des différents profils de déshydratation ou d'hyperhydratation, ainsi que les modifications des différents électrolytes. Donc, en introduction, donc on va parler de l'importance de l'eau dans notre organisme. Donc, vu que le poids de chaque personne est en général relativement, il est l'équivalent de l'eau, parce que l'eau, il représente environ 55 à 70% de l'eau. Donc, si on veut suivre les modifications de l'eau dans notre organisme, on suit la pesée de la personne. S'il y a une perte de poids, ça veut dire qu'il y a une fuite d'eau. S'il y a un gain de poids, ça veut dire qu'il y a une hyperhydratation. Généralement, c'est relatif. Donc, c'est le principe. Pour suivre les variations du mouvement d'eau dans l'organisme, on le suit par la pesée, parce qu'il représente 55 à 70% du poids total. Donc, et cette eau, elle n'est pas toute seule. Donc, il y a des particules qui sont dissoutes dans l'eau. Donc, toutes ces particules, toutes ces molécules, ainsi que tous les ions, vont participer à tous les échanges et à toutes les réactions qui vont se dérouler au niveau de l'eau ou au niveau du milieu cellulaire, intra- ou extracellulaire. Donc, automatiquement, si on veut l'étudier l'eau, on ne peut pas l'étudier seul. On va faire l'étude de l'eau et l'étude des électrolytes. Tout le titre, équilibre hydro-minéral, parce que les deux, ils se suivent. On ne peut pas les dissocier. Et le terme d'équilibre hydro-minéral est justifié ainsi par le fait que tout trouble de l'hydratation de l'eau correspond automatiquement à un trouble du bilan des électrolytes. En même temps, ou ça dépend. On peut avoir un trouble d'hydratation sans avoir un trouble des électrolytes ou inversement. Mais ils doivent être étudiés en même temps parce qu'ils sont liés. Donc, la teneur en eau dans notre organisme, comme on vient de le dire, elle représente environ plus de 50% du poids total. Donc, c'est entre 55 à 70%. Mais cette teneur, elle varie en fonction de deux choses, de deux principaux paramètres qui sont l'âge et en fonction des organes et des tissus. En fonction de l'âge, donc on a par exemple, on va voir tout à l'heure les variations avec l'âge. Par exemple, pour le nourrisson, la teneur en eau, elle est de 75%, alors que pour un vieillard, elle est à 60%. Donc elle varie aussi en fonction des organes et des tissus. Par exemple, le tissu adipeux, c'est le plus pauvre des tissus en haut. Donc on ne trouve pas la même quantité d'eau dans tous les tissus. Donc les tissus mous et les muscles sont beaucoup plus hydratés. Ils sont beaucoup plus riches en eau que les autres organes. Donc on a le premier paramètre, c'est l'âge, on va voir. Et on a aussi les organes et les tissus. Le plus hydraté, c'est les muscles, et le moins hydraté, c'est le tissu adipeux. Donc les besoins en eau sont évalués en fonction de l'élimination, c'est-à-dire principalement ce qu'on peut quantifier, c'est la diurèse, qui varie elle-même en fonction des conditions extérieures. Donc les pertes ne sont pas les mêmes, par exemple, selon les saisons, en été et en hiver, du point de vue sudation ou la diurèse, et en fonction des conditions pathologiques, ce qui peut modifier l'état d'hydratation de la personne. Donc le besoin moyen d'eau chez un adulte est 2 litres. On a besoin d'apporter quotidiennement, chaque jour, environ 2 litres par jour, ce qui correspond à environ 30 millilitres par kilogramme. Donc ici, on a parlé des variations de l'état d'hydratation qui varient en fonction de deux principaux facteurs, qui sont l'âge, et en fonction des organes et des tissus. Donc, en fonction du sexe ou en fonction de l'âge, donc la femme, son corps est moins hydraté que celui de l'homme. Donc, il représente environ 50%. Chez l'homme,
c'est 60%. Et chez un enfant en croissance, en période de croissance, ça représente environ 75%. Et vous avez le tableau sur lequel vous avez les variations d'état d'hydratation en fonction des différents états, en fonction des différentes tranches d'âge, de la naissance, 0 à 6 mois, jusqu'à un sujet qui a plus de 50 ans, c'est-à-dire aussi bien l'homme que la femme. Donc c'est cette importance de variation est en rapport avec la musculation. L'homme est plus musclé en fonction des pertes qui sont fréquentes chez la femme au cours des cycles menstruels. Donc en fonction de l'âge, si je prends la même personne, il a la même quantité d'eau, elle est constante chez un individu donné. Donc c'est intra-individuel. En inter-individuel, pour un adulte d'âge moyen d'environ 70 kg, le total représente environ 60% de son poids total. Et les variations importantes au cours de l'âge, c'est-à-dire au cours de la vie. Donc chez un nourrisson, c'est ce qu'on vient de voir, elle est de 75%. Chez l'adulte, l'homme et la femme, on a 60 à 50%. Chez les obèses, elle est de 50%. Et le vieillard, elle est d'au moins 60%. Donc si je parle d'obèse, c'est-à-dire je parle de sujet qui a beaucoup de matière grasse, qui retient peu d'eau. Donc ce qui explique que l'état d'hydratation d'un sujet obèse qui a le même âge qu'une autre personne n'est pas le même. Donc vous retenez que l'état d'hydratation est variable en fonction de l'âge et chez les deux sexes. Donc en fonction de l'âge, la variation va porter entre les différentes tranches d'âge, de la naissance jusqu'à un sujet qui est vieux. Et c'est-à-dire chez un adulte qui sont de sexes différents, ces variations, on a dit, qu'ils sont surtout en rapport avec l'état de musculation, c'est-à-dire de l'homme, et les pertes en eau au cours du cycle chez la femme. Vous avez ici aussi les variations de l'hydratation des différents organes. Donc le plus hydraté, on a dit que sont les muscles, ça représente 75%, et le sang. Et les moins hydratés, c'est les parties en matière grasse. Donc, et l'os aussi, il représente 22% par rapport aux muscles ou par rapport aux autres organes. Donc, les apports en eau. Donc, si je veux étudier l'état d'hydratation, physiologiquement, je dois connaître quelle est l'origine d'eau. Donc, automatiquement, il y a une origine externe et une origine interne. Une origine interne, c'est l'apport d'eau, sous forme d'eau ou sous forme d'autres boissons qui contiennent de l'eau. Donc, il y a aussi l'apport exogène, plutôt l'apport endogène, qui est lié aux réactions métaboliques de déshydratation. Toutes les réactions de déshydratation dans le métabolisme intermédiaire, glucidique, lipidique ou protidique, où il y a libération d'une molécule d'eau, constitue une source endogène d'eau. Et ça va représenter en totalité 300 ml d'eau qui va être fournie par toutes ces réactions de déshydratation cellulaire. Et pour l'origine exogène, ça va représenter environ, pour les boissons, l'eau de boisson, 500 à 1000 ml. Et pour les aliments solides qui contiennent de l'eau, ça représente environ 800 à 1200 ml. Donc l'apport exogène est de loin le plus important. D'où l'intérêt d'un apport quotidien d'environ 2 litres par jour pour couvrir les besoins en eau de notre organisme, c'est-à-dire pour éviter les déshydratations. Les apports de sel, c'est-à-dire on a dit que les deux, ils se suivent dans leur métabolisme, dans leur interaction. Donc déjà l'eau potable qu'on prend, qu'on consomme, elle contient des minéraux, des sels minéraux, principalement on a le sodium, le chlore et le potassium. Aussi il y a les végétaux, surtout les fruits, le lait qui apporte un grand nombre de cations. En pratique, l'alimentation normale apporte suffisamment de sel, ce qui correspond à 9 jusqu'à 15 grammes par 24 heures. Ça, c'est pour les apports. Pour les pertes en eau et les pertes en électrolytes, ça c'est plus clair. Donc vous avez les éliminations digestives, c'est-à-dire c'est dans les matières fécales. Elles représentent 100 à 200 ml par jour. Elles sont très faibles. Oui.
On a l'élimination pulmonaire, donc elle est proportionnelle à la ventilation pulmonaire. Plus la ventilation augmente, plus il y a élimination aussi bien du CO2 que d'eau. Il y a l'élimination cutanée, c'est là au cours de la sudation, et ça dépend aussi des périodes. Et il y a l'élimination urinaire qui est de loin la plus importante. Donc c'est les principaux éliminations aussi bien pour l'eau que pour les sels. Oui. Donc on a vu l'état d'hydratation global, les facteurs qui peuvent influencer l'état d'hydratation et les apports et les éliminations de l'eau et des sels. Donc aussi vous avez un petit schéma qui englobe les entrées et les sorties des électrolytes, mais en détail. Vous avez le sodium, le potassium et le chlore, qui sont les principaux électrolytes ou sels de notre organisme. Vous avez le sodium, c'est ce qu'on vient de dire, apporté surtout par l'alimentation et éliminé surtout au niveau rénal, cutané et digestif. Ça, c'est des répétitions. Donc on a réabsorption à 66% dans le tube contourné proximal, et à 25% dans la branche descendante de l'anse d'un lait et à 50% dans le tube contourné distal. Pour le potassium, il est apporté aussi par l'alimentation, surtout. Donc c'est l'inverse pour l'eau. On a dit que pour l'eau, il y a l'origine exogène et endogène. C'est la production de l'eau des réactions de déshydratation, alors que pour les électrolytes, ils sont surtout apportés par voie exogène, par l'alimentation. Donc le chlorure, il suit le sodium dans les mouvements. C'est l'inverse. Lorsqu'il y a une entrée du sodium, il y a une sortie du potassium. Mais le chlore, généralement, il suit le sodium. Lorsqu'il y a une augmentation de la natrémie, il y a une augmentation de la chlorurie. Et inversement pour le potassium. Donc pour le potassium, ses sorties, c'est surtout au niveau rénal. Donc c'est au niveau du tube contourné distal où il y a une réabsorption à 80% et à 100% dans la branche ascendante de l'anse d'un lait. Le sodium et le chlore, c'est la même chose que le sodium. Donc c'est la différence dans les entrées, c'est-à-dire l'origine de ces électrolytes. Ils sont apportés surtout par l'alimentation et l'élimination, elle est surtout rénale. C'est ce que j'ai dit tout au début. Ça va vous permettre d'apprécier ou d'évaluer l'état d'hydratation. Les variations de l'eau totale peuvent être appréciées dans la pratique clinique en suivant simplement l'évolution de la courbe du poids. Donc il y a des signes cliniques propres pour chaque état de déshydratation ou d'hydratation, mais ça c'est en général. Pour savoir si le malade il est dans un état d'hydratation ou de déshydratation, c'est sa pesée, son poids qui permet de refléter l'état d'hydratation. S'il y a une perte de poids, c'est une déshydratation, et s'il y a un gain de poids, c'est une hyperhydratation. Donc quels sont les compartiments liquidiens? Parce que c'est les échanges entre ces différents compartiments qui sont à l'origine des différents déséquilibres, des tableaux cliniques des différents cliniques. Donc les compartiments liquidiens, il y a un compartiment cellulaire et un compartiment extracellulaire. Donc si je parle de l'extracellulaire, c'est le plus important. Il représente, c'est le plus important pas du point de vue volume, mais parce qu'il est lui-même représenté par deux compartiments. Le compartiment vasculaire et le compartiment interstitiel. Il représente le 1/3 de la totalité du poids du corps. Le deuxième, c'est le compartiment intracellulaire. Il représente les 2/3 du poids du corps. Donc ça reflète l'ensemble de toutes les cellules de notre organisme. Du point de vue schéma, donc chacun des compartiments sont représentés selon ce graphe. Donc on a le compartiment intracellulaire qui correspond à 24 litres. Il représente 40% de la totalité des compartiments. Et le compartiment extracellulaire, on a le compartiment interstitiel. Il est représenté uniquement par 15%. Et le compartiment plasmatique qui correspond à 5% de la totalité du poids du corps. Vous avez ici aussi une représentation un peu plus détaillée des différents compartiments pour vous montrer les barrières entre les différents compartiments et comment se font les échanges entre les différents compartiments. Donc vous avez en haut, c'est le liquide extracellulaire ou le compartiment extracellulaire qui correspond au plasma, et vous avez le compartiment extracellulaire qui correspond au liquide interstitiel et la lymphe. Et aussi vous avez le compartiment, le liquide intracellulaire, c'est
toutes les cellules, on a dit, de notre organisme. Donc, comme vous le voyez ici, ce qui permet les échanges entre ce compartiment et ce compartiment, c'est ce qu'on appelle la membrane cellulaire. Et ce qui permet les échanges entre les différents compartiments interstitiels et plasma, c'est la membrane capillaire. C'est les capillaires qui régissent ces mouvements et ceci se fait en fonction de la notion de perméabilité. Quels sont les produits qui sont perméables, qui franchissent facilement la membrane cellulaire et ceux qui franchissent facilement la membrane capillaire. Donc ce sont les différents compartiments de notre organisme. Donc pour le compartiment extracellulaire, le principal électrolyte ou sel qu'on retrouve, c'est le sodium. Et à l'intérieur de la cellule, le principal cation qu'on retrouve, c'est le potassium. C'est pour cela que je vous ai dit que dans leur mouvement, ils ne s'accompagnent jamais. Donc lorsqu'il y a sortie du sodium, automatiquement, il y a entrée du potassium. Et lorsqu'il y a sortie du sodium, il y a sortie du chlore. Le chlore suit le sodium, mais le sodium et le potassium vont dans le sens inverse. C'est ce qui explique lorsqu'il y a une augmentation du sodium, du taux de sodium dans le sang, voilà, il y a une diminution automatiquement de la calémie. Parce qu'ils ne se suivent pas, mais ils vont dans des sens différents. Donc le compartiment extracellulaire, qui représente 20% du poids du corps, et 40% chez le nourrisson, il est constitué, on a dit, de deux compartiments. Le compartiment interstitiel qui représente 15% et le compartiment plasmatique qui représente 5%. Donc dans le compartiment plasmatique, donc en plus de l'eau, ce compartiment, il contient de nombreuses substances qui sont dissoutes dans le sang, ce qu'on dose généralement pour évaluer différentes fonctions telles que le glucose, la créatinine et d'autres substances. Donc il y a les électrolytes, il y a les cations et il y a les anions. Donc c'est pour cela, lorsqu'on veut faire doser, on dose le sang. On ne va pas prendre la cellule pour doser tel ou tel paramètre. Donc c'est dans le sang que sont diluées ces différentes substances dans ces 5% d'eau qui représentent les 5% de la totalité d'eau de notre organisme. Pour le compartiment, pour les anions et les cations qu'on retrouve aussi dans le plasma, dans le compartiment plasmatique, vous avez des cations représentés principalement par le sodium, par le potassium, par le calcium et par le magnésium. Pour les anions, vous avez le chlorure, vous avez les bicarbonates, les protéines, vous avez les acides organiques qui sont issus du métabolisme intermédiaire, tels que les pyruvates, les lactates, les oxaloacétates, et enfin vous avez les phosphates et les sulfates. Donc toutes ces substances sont retrouvées diluées dans de l'eau plasmatique. Le compartiment interstitiel, toujours c'est le compartiment extracellulaire, il est en équilibre avec le compartiment plasmatique. Ceci à travers la membrane qui les sépare, qu'on a appelée la membrane capillaire, la paroi capillaire. Et aussi avec le compartiment intracellulaire à travers les membranes cellulaires. Donc il est en contact des deux. Ce qui sépare le compartiment interstitiel du compartiment plasmatique, c'est la paroi ou la membrane capillaire. Et ce qui le sépare du compartiment intracellulaire, ce sont les membranes cellulaires. Donc, de quoi est constitué ce liquide interstitiel? On dit que c'est un ultrafiltrat du plasma. Ultrafiltrat du plasma, ça veut dire qu'on ne retrouve pas de protéines dans le liquide interstitiel. Donc, dans le plasma, on a dit il y a des protéines. La différence, c'est qu'il n'y a pas de protéines qui sont remplacées par les chlorures. C'est-à-dire le taux de chlorure va augmenter pour compenser les protéines. Donc, il y a des anions et des cations. Donc, les anions, qui sont les protéines, sont absents dans le liquide interstitiel et ils sont remplacés par les chlorures. Et on retrouve aussi une légère diminution du taux de sodium. C'est la différence entre les concentrations du liquide interstitiel et du plasma. Les deux représentent le milieu extracellulaire et ils sont séparés par la membrane capillaire. Le deuxième, qui est le liquide interstitiel, c'est un ultrafiltrat du plasma. Ce n'est pas du plasma.
Ils diffèrent du point de vue concentration vis-à-vis de leur concentration en protéines et en sodium et en chlorure. Pour le compartiment intracellulaire, c'est l'intérieur des cellules, c'est la membrane cellulaire qui le sépare du reste des compartiments extracellulaires. Elle représente l'eau de ce compartiment environ 35 à 40% du poids corporel et 50 à 60% du poids total de notre organisme. Donc, ils ont la même osmolalité que ceux du compartiment extracellulaire, normalement. Mais la nature des substances qui sont dissoutes dans le compartiment extracellulaire et intracellulaire sont différentes. Vous savez que ça veut dire osmolalité, c'est-à-dire on doit avoir la même osmolalité, on va en parler, c'est l'une des forces qui régissent les échanges entre les compartiments. Tant que l'osmolalité entre les compartiments elle est la même, il n'y a pas de mouvement, ni d'eau, ni des électrolytes. S'il y a une modification de cette osmolalité dans l'un des compartiments, on va le voir, il y aura un mouvement qu'on va voir dans quel sens pour maintenir toujours l'équilibre, sans pour autant qu'il y ait les mêmes composants dans les deux compartiments. On a vu tout à l'heure que dans la cellule, à l'intérieur de cellules, on trouve surtout le potassium. Donc on n'a pas la même composition. Dans le milieu extracellulaire, c'est le sodium, mais il y a d'autres différences. Donc le nécessaire et l'essentiel dans tout ça, c'est que cette osmolalité soit la même. Peu importe de quoi est composé le milieu extracellulaire, intracellulaire, mais qu'elle soit la même pour maintenir la même osmolalité de part et d'autre de la membrane cellulaire. Donc le principal cation, c'est le potassium, qui est libre ou lié aux protéines. Ce potassium à l'intérieur de la cellule, sa présence, elle est expliquée, elle est justifiée, parce qu'il a un rôle très important. Il va participer à la contraction musculaire, c'est au niveau des muscles et non pas au niveau du sang. Il va participer aussi à la transmission de l'influx nerveux, d'une manière générale, à tous les potentiels de membrane. C'est l'intérêt de la présence en quantité importante du potassium à l'intérieur de la cellule. Et tout déséquilibre va entraîner surtout des troubles neurologiques et des troubles cardiaques. Le deuxième qui vient en deuxième position, c'est le magnésium. C'est le deuxième après le potassium, c'est le magnésium. Et pour les anions, on va trouver surtout les phosphates et les protéines. C'est ce qu'on retrouve, ce qui est dilué dans de l'eau intracellulaire. L'essentiel, c'est que l'osmolalité soit équilibrée. Maintenant, on a défini les milieux. On a parlé de leur composition de façon générale. Mais il y a des mouvements qui se font entre ces différents milieux, du milieu extracellulaire, intracellulaire, dans le milieu extracellulaire, du plasma vers le liquide interstitiel. Donc on appelle le liquide interstitiel, c'est le troisième secteur. En cas de modification pathologique, il y a création de ce qu'on appelle c'est le troisième secteur, c'est l'apparition des œdèmes. Vous avez déjà vu ça? C'est les œdèmes, c'est les épanchements. C'est la notion, c'est les épanchements, parce qu'ils peuvent être articulaires, péritonéales, cérébrales, ça dépend de la localisation, cardiaque, pulmonaire. Donc c'est des épanchements. Donc c'est ce liquide interstitiel qui ne devient plus un ultrafiltrant, mais presque c'est du plasma. À des différences près, ce qui est à l'origine de l'apparition du troisième secteur qu'on appelle l'épanchement. Quelles sont les forces qui régissent ces mouvements d'eau et des électrolytes entre les différents compartiments? Il y a trois forces. Il y a la pression hydrostatique, la pression oncotique et la pression osmotique. La pression hydrostatique, c'est la pression mécanique qui est due à l'éjection du sang. Donc c'est surtout au niveau plasmatique. C'est les vaisseaux, c'est le sang. Donc c'est l'éjection du sang par le cœur. Cette pression mécanique est responsable de phénomène de filtration. Ce phénomène de filtration, c'est la cause du transfert du plasma de l'eau vers le liquide interstitiel. Donc cette force ou cette pression, elle régit surtout les mouvements d'eau dans le liquide extracellulaire, dans les deux compartiments, si je peux dire, du compartiment extracellulaire, le plasma et le liquide interstitiel. Les deux autres pressions,
c'est la pression oncotique. Donc, c'est la pression qui est en rapport avec les protéines. C'est la pression des protéines, surtout de l'albumine. C'est une pression chimique. Elle est liée à la présence d'une différence de concentration des protéines de part et d'autre des membranes cellulaires. C'est elle qui va soit favoriser le passage ou diminuer le passage. C'est la différence de la concentration en protéines de part et d'autre de la membrane cellulaire. Justement, s'il y a une chute de cette pression, c'est ce qui permet qu'il y ait une fuite des protéines dans le liquide interstitiel et c'est l'apparition des épanchements. Donc, cette pression est responsable du transfert de l'eau vers les secteurs où la concentration en protéines est plus élevée. Donc, elle régit le mouvement d'eau, ce n'est pas des protéines. S'il y a une chute du taux des protéines, c'est qu'il y a une chute de cette pression et par conséquent, il y a aussi passage des protéines. Donc, c'est elle qui régit le passage de l'eau des secteurs où la concentration en protéines la plus élevée. Donc, c'est toujours, si je peux parler, c'est de l'osmose. La concentration la plus élevée vers la concentration la moins élevée. Donc la pression osmotique, ça c'est ce qu'on venait de dire, c'est une pression qui est la concentration liée à la concentration en substance dissoute. Donc chaque substance dissoute va avoir un pouvoir osmotique et l'eau va suivre alors le principe de l'osmose. Donc l'eau, il va passer du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. C'est pour maintenir une certaine dilution. Donc vous avez compris, la première force, c'est la pression hydrostatique, c'est la force mécanique due à l'éjection du sang du cœur vers les différents organes. Et elle régit les mouvements de l'eau dans le compartiment extracellulaire, entre le plasma et le liquide interstitiel. La deuxième force, la pression oncotique, c'est une pression qui régit le mouvement de l'eau du milieu où la pression en protéines la plus élevée. Donc, toute perturbation de cette pression par diminution du taux de protéines va altérer le passage des protéines de la cellule vers le liquide interstitiel, donc à travers la membrane cellulaire. La troisième force, la pression osmotique, elle régit le mouvement d'eau du milieu où le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Vous avez ce schéma qui vous montre le mouvement de l'eau, le mouvement plutôt, l'action des pressions principalement exercées, hydrostatiques et oncotiques. Donc dans le milieu extracellulaire, on a principalement, c'est la pression oncotique et la pression hydrostatique, régissent le mouvement d'eau entre les deux milieux. L'une, c'est-à-dire dépend de la concentration des protéines, et l'autre, c'est la pression d'éjection du sang. Et entre les milieux intracellulaires et extracellulaires, c'est surtout la pression osmotique, c'est la différence d'osmose entre les deux milieux, où l'eau va passer du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Alors vous avez ici le schéma de la pression hydrostatique. Donc vous avez les éventualités. Lorsque la pression hydrostatique elle est supérieure à la pression oncotique, donc qui a sorti de l'eau, et lorsque la pression hydrostatique elle est inférieure à la pression oncotique, il y a entrée de l'eau. Donc ces deux facteurs ou ces deux pressions, c'est eux qui contrôlent le mouvement de l'eau dans le milieu extracellulaire, de l'interstitium vers le plasma ou inversement. Donc il y a en plus de ces pressions qui régissent ces mouvements, il y a la perméabilité des membranes qui séparent les compartiments. Donc on a dit qu'il y a deux membranes, la membrane cellulaire et la membrane capillaire. Et la membrane capillaire, elle est perméable uniquement à l'eau et aux ions. Donc en respectant les pressions hydrostatiques et les pressions oncotiques, les mouvements d'eau, c'est-à-dire le passage se fait de façon passive pour l'eau et pour les ions. Pour la membrane cellulaire, elle permet uniquement le passage de l'eau. Donc le passage des autres électrolytes, il se fait de façon active. Donc il y a la présence soit de ce qu'on appelle des pompes, comme la pompe de sodium et de potassium, soit la présence de canaux.
qui sont des protéines qui permettent le passage soit d'un électrolyte ou comme les pompes, c'est un passage inversé. Le sodium, il est pompé vers l'extérieur alors que le potassium, il est attiré à l'intérieur de la cellule. C'est comme ça que se fait le passage. Donc, de façon passive, par simple différence d'osmose ou de pression oncotique, il y a uniquement passage de l'eau à travers la membrane cellulaire. Pour le passage des électrolytes, il se fait de façon active. Lorsque je dis actif, il y a intervention de deux systèmes, soit de système de canal, qui est propre à un électrolyte. On a un canal sodium ou potassium ou un autre canal. Et il y a aussi le système des pompes qui est actif et qui nécessite la consommation de l'énergie. C'est-à-dire il se fait en présence d'ATP, permettant le passage d'un électrolyte dans un sens et le deuxième électrolyte dans l'autre sens, en fonction des besoins de la cellule. La régulation du bilan hydrique, c'est-à-dire ce qui régule ces mouvements d'eau, en plus, mais pas les mouvements d'eau, les entrées et les sorties d'eau. Donc il y a la régulation des apports. Quand est-ce qu'on a augmentation des apports, c'est-à-dire on demande de consommer plus d'eau ou des boissons, lorsqu'il y a une augmentation de l'osmolalité plasmatique, surtout marquée par une hypernatrémie, une diminution de la volémie, une hémorragie, une perte quelconque de l'eau de notre organisme, une diminution de la pression artérielle. L'osmolalité, c'est par le biais de la stimulation des osmorécepteurs de l'hypothalamus antérieur. La volémie, c'est la stimulation des volorécepteurs qui sont localisés dans l'oreillette gauche. Et pour la pression artérielle, stimulation des barorécepteurs qui sont localisés au niveau de l'artère, de l'aorte et au niveau du sinus carotidien. Tous ces facteurs vont stimuler une accroissance de la soif. Donc, ce qui fait qu'il y ait apport de l'eau. Cette stimulation de la soif, elle va se faire au niveau de l'hypothalamus, qui va s'exprimer par la consommation de l'eau. Donc, c'est l'apport en eau. Ça, c'est pour réguler l'apport en eau. Comment il est régulé, comment il est équilibré. Notre organisme, comment il détecte ce besoin en eau, c'est lorsqu'il détecte une augmentation de l'osmolalité, qui va être détectée par les osmorécepteurs. Une perte excessive d'eau, surtout à l'occasion d'une hémorragie, donc c'est la volémie qui va varier, qui va être détectée par les volorécepteurs. Soit une modification, une diminution de la pression artérielle, c'est aussi dans le cadre de la modification de la volémie qui est détectée par les barorécepteurs qui vont stimuler au niveau du centre de la soif hypothalamique, qui va répondre, l'organisme va répondre plutôt par un apport d'eau. Ça, c'est pour apporter de l'eau. Pour réguler ou maintenir les sorties rénales, c'est-à-dire pour freiner les sorties rénales, lorsqu'il y a une augmentation de l'osmolalité, une diminution de la volémie, une diminution de la pression artérielle, il y a libération de l'ADH par la post-hypophyse. L'ADH, c'est l'hormone antidiurétique dont la principale action, c'est la réabsorption de l'eau au niveau du tube contourné distal. Donc, c'est la principale fonction de cette hormone. Donc, en augmentant la réabsorption, ça va augmenter la retention d'eau. Donc, on aura une concentration des urines et ça va faire diminuer l'osmolalité plasmatique. Donc, c'est comme ça qu'ils sont contrôlés les variations de l'eau au niveau de notre organisme. Donc, il faut soit augmenter l'apport, soit limiter les pertes. Les pertes qu'on peut contrôler, c'est les pertes rénales par le biais de l'hormone antidiurétique. Donc, pour la régulation du bilan électrolytique, c'est surtout la régulation de la natrémie. Vous avez ce schéma qui est plus clair. Vous savez que c'est sous le contrôle du, normalement vous l'avez vu, système, rénine, angiotensine, aldostérone. C'est pour cela que je vous ai dit que c'est le schéma qui englobe la régulation des variations de natrémie.
surtout l'anatrémie. Donc la stimulation de ce système aboutit à la libération de l'aldostérone, qui est une minéralocorticoïde qui favorise la rétention du sodium. Donc elle se fait par cascade. Donc lorsqu'il y a une diminution de la perfusion rénale, ça va stimuler l'appareil juxtaglomérulaire qui libère la rénine, qui va agir qui va activer l'angiotensinogène, qui est une protéine synthétisée par le foie. Elle est transformée en angiotensine, qui est inactif, qui va être activé par l'enzyme de conversion pulmonaire, qui va donner l'angiotensine 2. Voici que peut faire l'angiotensine 2. Elle va stimuler toutes ces activités. Donc, elle va augmenter l'activité du système sympathique. Donc, c'est pour stimuler aussi la sécrétion surtout d'eau. Elle va entraîner la réabsorption tubulaire du sodium et du chlore et l'excrétion du potassium et des bicarbonates et de l'eau. Elle va entraîner au niveau rénal de la surrénale, la sécrétion de l'aldostérone, qui va, elle, directement entraîner cette réabsorption de sodium et de chlorure. Et elle va entraîner une vasoconstriction des artérioles, ce qui augmente la pression artérielle. Et au niveau de l'hypothalamus, précisément de la post-hypophyse, favorise la libération de l'ADH, qui favorise la rétention d'eau. C'est pour cela qu'on dit que les mouvements d'eau et de sodium sont les plus unis. S'il y a une réabsorption d'eau, automatiquement, il doit y avoir réabsorption de sodium. Et plus aussi, il y a réabsorption de sodium, il va y avoir en même temps réabsorption de l'eau. Donc, toute modification de la natrémie qui entraîne par cette cascade une réabsorption de sodium au niveau rénal, stimule aussi la sécrétion d'une hormone qui est l'ADH, qui favorise la rétention ou la réabsorption de l'eau au niveau rénal. Donc, on obtient en même temps une réabsorption hydrosodée. Donc ça, c'est le bilan de l'eau de notre organisme, c'est-à-dire quelles sont les entrées, quelles sont les sorties. Ça, c'est le schéma qu'on a vu tout au début. Donc on va voir maintenant l'exploration biochimique proprement dite de l'équilibre hydroélectrolytique. Donc le premier paramètre qu'on va doser, c'est l'osmolalité. C'est l'osmolalité qui permet de dire s'il y a ou non un trouble de l'état d'hydratation. Donc l'osmolalité ou l'osmolarité, elle est déterminée ou elle est plutôt mesurée ou calculée. C'est-à-dire on peut la doser comme on peut la calculer. À défaut de l'appareil que vous voyez ici qui s'appelle l'osmomètre, on peut calculer l'osmolalité. Donc l'osmolalité plasmatique, c'est le nombre de particules par kilo d'eau plasmatique. Le plasma, il contient 930 millilitres d'eau. Donc on peut la mesurer par les osmomètres ou bien qui mesure l'abaissement du point de congélation d'une solution. C'est le principe de l'osmomètre. Donc il mesure l'abaissement du point de congélation d'une solution pour avoir en quelque sorte la cristallisation des solutés et déterminer leur concentration. L'osmolalité dépend en grande partie de la natrémie, également du chlore, du glucose, et on peut la calculer par différentes formules. Donc ici vous avez la formule la plus classique qui permet de déterminer l'osmolalité en fonction de deux paramètres qui sont généralement déterminés chez tous les malades, c'est la glycémie et la natrémie. On peut déterminer l'osmolalité rapportée par rapport à la concentration en eau. Donc si je parle d'une hyperosmolalité extracellulaire, c'est que l'eau, elle quitte le milieu intracellulaire. Et si je parle d'une hypoosmolalité extracellulaire, c'est que l'eau va vers le milieu intracellulaire. L'eau va vers le milieu intracellulaire, donc ça va diminuer l'osmolalité au niveau du milieu extracellulaire. Et si l'eau va quitter le milieu intracellulaire, donc vers le milieu extracellulaire, donc ça va augmenter l'osmolalité au niveau du milieu extracellulaire, hyperosmolalité extracellulaire. Donc le premier paramètre à étudier ou à doser pour évaluer cet état d'hydratation, c'est déterminer l'osmolalité
comme on l'a dit, l'osmolalité, c'est le nombre de particules par kilo de poids. Ce paramètre, il peut être dosé par un osmomètre. À défaut, on peut le calculer à partir de deux paramètres qu'on peut doser, qui sont la glycémie et la natrémie. Donc, si on fait un rappel sur l'osmolarité et l'osmolalité, l'osmolarité d'une solution qui est une mesure du nombre d'osmoles de soluté par litre de la solution, le nombre d'osmoles. Et l'osmolalité, c'est une mesure du nombre d'osmoles de soluté par kilogramme de solvant. Donc, c'est la différence. On dit qu'on détermine l'osmolarité ou l'osmolalité. Et ce n'est pas la même chose. L'osmolarité, c'est la mesure du nombre d'osmoles de soluté par litre d'une solution, alors que l'osmolalité, c'est déterminer toujours le nombre d'osmoles de soluté par kilogramme de solvant. Généralement, on détermine l'osmolalité. Qu'est-ce que l'osmole? C'est une molécule osmotiquement active dans une solution, c'est-à-dire qui exerce un pouvoir d'attraction des molécules d'eau. C'est ce que veut dire une osmole. Donc, on a deux types de substances osmotiques ou osmoles. On a les osmoles qui sont inactifs et les osmoles qui sont actifs, qui peuvent agir sur l'eau. Inactifs, c'est l'urée, le méthanol, l'éthylène, le glycol, qui diffusent passivement à travers la membrane cellulaire. Et les osmoles qui sont actifs, qui peuvent exercer un pouvoir d'attraction sur les molécules d'eau, c'est sodium, glucose, mannitol, glycérol, qui restent dans le milieu extracellulaire. Donc, pour définir l'osmolalité et l'osmole, c'est le nombre d'osmoles. Qu'est-ce que ça veut dire osmole? C'est une particule qui exerce une action sur l'eau. Elle peut l'attirer pour réguler l'osmolalité, pour qu'il n'y ait pas de différence de concentration ou de pression entre les deux milieux. Est-ce que vous avez compris la notion d'osmolalité? On détermine l'osmolalité ou l'osmolarité. Donc, on va déterminer en quelque sorte la concentration de substances qui sont actives du point de vue leur action sur les molécules d'eau. C'est-à-dire, on va déterminer les substances qui peuvent agir sur l'eau pour l'attirer dans un milieu ou dans un autre, pour maintenir toujours cette pression osmotique égale au niveau intracellulaire et au niveau extracellulaire, sans pour autant avoir les mêmes substituants. On va mesurer l'ionogramme, un autre paramètre. Donc on détermine ou on calcule l'osmolarité ou l'osmolalité et on détermine l'ionogramme. Qu'est-ce que ça veut dire l'ionogramme? C'est le dosage des principaux constituants ioniques du sang ou au niveau des urines. On peut le faire aussi sur les urines des 24 heures. Donc c'est au niveau des substances ioniques, au niveau du sang, au niveau des urines. Généralement, l'ionogramme, il va déterminer la natrémie, c'est-à-dire la concentration en sodium, la calémie, c'est le potassium, et le chlorure. C'est les trois principaux substances ioniques qui vont être déterminées sur cet ionogramme, aussi bien au niveau sanguin qu'au niveau urinaire. Et qui permettent, je me rappelle qu'on a vu l'année passée l'équilibre acido-basique. J'ai dit que l'équilibre acido-basique, il est étudié en même temps que les électrolytes. Donc, l'ionogramme sanguin, il permet la surveillance d'un éventuel déséquilibre acido-basique. Première des choses. Il permet aussi d'évaluer le niveau d'hydratation. C'est lui qui permet de dire s'il y a une déshydratation ou une hyperhydratation de n'importe quel secteur. Et il permet de dépister les maladies rénales. Parce que la retention d'eau, la retention plutôt des électrolytes, on a dit qu'elle est principalement rénale. S'il y a une modification de cette réabsorption, donc il faut explorer le rein par le dosage principalement de la créatinine. Donc il reflète directement une altération de la fonction rénale. S'il n'y a pas un trouble de l'état d'hydratation globale, donc il faut rechercher une perturbation de la fonction rénale. Et il permet aussi le dépistage des maladies hépatiques, parce que c'est la protéine qui contrôle le métabolisme du sodium, c'est l'angiotensinogène qui est synthétisé au niveau hépatique. S'il y a atteinte du foie, donc il n'y aura pas de fonctionnement de tout cet axe rénine, angiotensine, aldostérone, donc il n'y aura pas de retention de sodium. S'il n'y a pas de retention de sodium, il y aura aussi perturbation des mouvements de potassium. On a dit qu'ils se suivent. En général, il y a par l'axe rénine, angiotensine, aldostérone, il y a réabsorption du sodium et des chlorures et en même temps élimination du potassium. Donc s'il n'y a pas
tout cet axe il est altéré par une atteinte hépatique, donc il y aura une perturbation aussi bien du métabolisme au niveau du rein, du métabolisme du sodium, du potassium et des chlorures. Parce que les trois sont liés à ce système rénine-angiotensine-aldostérone. Donc pour l'ionogramme, on va étudier principalement, j'ai dit, le sodium, potassium, le chlorure. Comment on fait le prélèvement? Toujours, il y a des règles de prélèvement à respecter pour assurer une fiabilité des résultats. Donc, il faut faire le prélèvement de préférence sur un tube hépariné, à jeun. Ne pas utiliser de garrot. Pour la mesure du potassium, il faut éviter toute hémolyse parce que la concentration intracellulaire, elle est élevée. S'il y a hémolyse, donc il y a libération du potassium cellulaire au niveau plasmatique. Ça va donner de faux résultats. Le sang recueilli doit être rapidement centrifugé. Il faut indiquer s'il y a un éventuel traitement qui peut lui-même altérer la réabsorption de ces électrolytes au niveau rénal, tels que les antihypertenseurs et les corticoïdes, surtout les diurétiques. Ils peuvent altérer la réabsorption de ces électrolytes, donc ça va donner de faux résultats. Donc ça, c'est les principaux règles à respecter pour avoir un résultat fiable. Pour l'ionogramme urinaire, si je dis urinaire, c'est les urines, donc c'est les urines des 24 heures. Donc je vais utiliser les urines des 24 heures que je vais plutôt centrifuger pour éliminer les cristaux urinaires. Et pour le dosage, on va faire le dosage par la même technique. C'est-à-dire c'est le même appareil, c'est l'ionogramme sur lequel on va faire aussi bien le dosage urinaire que le dosage sanguin, mais avec les différences uniquement des calibrants. Et c'est normal que les valeurs aussi ne sont pas les mêmes. Vous avez ici le tableau qui montre les valeurs de l'ionogramme sanguin en fonction des différentes tranches d'âge sanguin et urinaire. Bien sûr, les variations peuvent aussi être observées d'un laboratoire à un autre vu la technique utilisée. On n'a pas les mêmes techniques. Il y a les techniques électrochimiques et les techniques potentiométriques. Donc, on n'a pas les valeurs, les mêmes normes pour les deux techniques. Donc, c'est pour cela que vous pouvez trouver de légères variations dans les résultats et qui sont en rapport avec les variations de la technique utilisée pour chaque laboratoire. On va passer maintenant aux perturbations du bilan hydrominéral, c'est-à-dire les grands tableaux d'altération de ce bilan hydrominéral. Donc vous avez ici les principaux axes qu'on va voir. Donc c'est les états de déshydratation, d'hyperhydratation, les déficits en sel et l'excès de sel. Je fais ici allusion surtout à l'osmolalité qui est altérée par la concentration de la natrémie. Donc si je dis déshydratation, donc il y a la déshydratation globale, il y a la déshydratation intracellulaire et la déshydratation extracellulaire. Aussi, il y a la déshydratation extracellulaire avec une hyperhydratation intracellulaire. Donc, le tableau ne sont pas les mêmes, mais les étiologies, les mécanismes, les étiologies et le profil biologique n'est pas aussi le même. La même chose pour les états d'hydratation. Il y a l'hyperhydratation globale, l'hyperhydratation avec une déshydratation intracellulaire. Et vous avez les déficits en sel, généralement, ils accompagnent ça. Les variations de la natrémie et de la calémie, ils sont en fonction de l'état d'hydratation. Si j'ai une hyperhydratation, j'ai un profil biologique qui englobe les variations de la natrémie et de la calémie, et la même chose si j'ai un état de déshydratation. Donc, de façon générale, si je dis déshydratation, c'est une perte de poids, quelle que soit la déshydratation. Cliniquement, et pour l'extracellulaire, on n'a pas les mêmes signes que les déshydratations intracellulaires. Pour l'extracellulaire, c'est le pli cutané. Ça, vous aurez l'occasion de le voir lorsque vous allez voir des malades. C'est généralement un pli qui persiste. On pince le malade, généralement c'est au niveau de l'abdomen ou au niveau de la main, et c'est un pincement qui persiste. C'est-à-dire au relâchement, le pincement va se maintenir quelques secondes. C'est un signe d'hyperhydratation. En fonction de l'état de déshydratation, ce pli, sa morphologie aussi, elle varie. Pour le signe de déshydratation intracellulaire, c'est la soif. C'est surtout la soif. Donc on peut avoir dans la déshydratation extracellulaire, c'est une dépression de la fontanelle antérieure chez l'enfant,
ce qui permet de poser le diagnostic, c'est une dépression. On trouve une dépression de la fontanelle. On a les yeux qui sont cernés et excavés, l'absence de larmes, et on a, dans un état extrême de déshydratation, on a les signes de choc hypovolémique. Pour la déshydratation intracellulaire, en plus de la soif, on a la sécheresse des muqueuses, une fièvre qui est inexpliquée, une somnolence et un trouble de la conscience, dont aussi les états les plus graves de cette déshydratation. Donc vous avez le tableau qui englobe les causes, la biologie, la clinique et les mécanismes de régulation pour chaque déshydratation. Ça, c'est pour ne pas donner beaucoup de détails. Pour les déshydratations intracellulaires, les causes, c'est surtout la perte de liquide extracellulaire hypotonique. On peut le voir en cas de diabète surtout et d'hyperglycémie. Donc biologiquement, on a une hypernatrémie dans les pertes de liquide extracellulaire et hyponatrémie en cas de diabète. Les symptômes, c'est une déshydratation des cellules du cerveau et le mécanisme de réparation, j'en ai dit, c'est la sensation de soif avec la sécrétion d'ADH. C'est comme ça que l'organisme intervient pour réguler. S'il s'agit d'une altération de ces systèmes, il ne peut pas corriger cette soif. S'il s'agit d'une altération, comme on a vu aussi, pour la sécrétion d'ADH, c'est qu'il y a une altération ou un dysfonctionnement au niveau hypothalamique ou bien une altération, ce qu'on appelait le diabète insipide néphrogénique, c'est-à-dire une altération de la fonction de l'ADH au niveau rénal. Elle ne peut pas assurer son rôle de réabsorption, donc on ne peut pas corriger cet état de déshydratation. Donc ça, on l'a vu l'année passée lorsqu'on a vu l'axe hypothalamo-hypophysaire. Pour les déshydratations extracellulaires, c'est une perte de liquide extracellulaire, c'est une hyponatrémie. À l'extrême, on a un état de choc. Donc, c'est les déshydratations les plus graves. Et il faut mettre en jeu le système rénine-angiotensine. S'il est altéré, on ne peut pas corriger cette déshydratation. Pour les états maintenant d'hyperhydratation, il y a 3, hyperhydratation pure et l'hyperhydratation globale. Pour l'hyperhydratation pure, il y a 2 mécanismes qui interviennent. C'est la diminution de la pression oncotique des protéines, donc c'est une altération de la concentration des protéines, ou une perturbation de l'hémodynamique cardiaque avec une augmentation de la pression veineuse. Donc biologiquement, on a la natrémie et la chlorémie sont normaux, mais il y a une hémodilution. Donc si j'ai dit hyperhydratation, il y a beaucoup d'eau. Donc tous les solutés sont dilués. On parle d'hémodilution. C'est une dilution au niveau du sang. Donc on aura le taux d'hématocrite et les protéines sont normaux ou plutôt sont diminués ou normaux. Quelles sont les causes de cet état d'hyperhydratation? C'est la cirrhose acétique avec une acide, le syndrome néphrotique qui est à l'origine de la fuite des protéines de haut poids moléculaire ou la carence en protéines. Donc ce sont les causes qui sont responsables de la diminution de la pression oncotique. Les carences protéiques telles que les états de dénutrition ou de famine. Et on a aussi l'insuffisance cardiaque, qu'il soit globale ou qu'elle soit une insuffisance ventriculaire droite. C'est elle qui entraîne une perturbation de l'hémodynamique avec une augmentation de la pression veineuse. Pour l'hyperhydratation globale, c'est-à-dire elle est extra- et intracellulaire, biologiquement, on a toujours une hémodilution, donc le taux des hématocrites et des protéines peut être normaux diminué, et on a une hypotonicité plasmatique, c'est-à-dire une diminution de l'osmolalité. Hyperhydratation, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau, aussi bien en intracellulaire qu'au niveau extracellulaire, parce qu'elle est globale. Donc automatiquement, l'osmolalité va être diminuée dans les deux milieux. Donc on a une hyponatrémie qui est souvent inférieure à 135 mEq par litre, donc par dilution. Les étiologies, soit c'est un apport excessif d'eau qu'on observe chez les sujets qu'on appelle les potomanes, la potomanie, ou bien c'est une sécrétion inappropriée d'ADH, le syndrome inapproprié de sécrétion d'ADH. C'est aussi un syndrome qu'on a vu l'année passée. Il y a 2 types, il y a le néphrogénique et il y a le central. Ce sont les principaux causes d'hyperhydratation globale et pure. La troisième entité, c'est une hyperhydratation extracellulaire avec une déshydratation intracellulaire. C'est-à-dire qu'il y a une fuite de l'eau du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire, ce qui a provoqué la déshydratation en intracellulaire avec une hyperhydratation extracellulaire.
le mécanisme, c'est qu'il y a une retention d'eau qui est supérieure à celle de l'eau. Et généralement, le mécanisme, il n'est pas connu. C'est un état d'hyperhydratation de cause inconnue. C'est iatrogène. Donc, biologiquement, on a une diminution de la natrémie, de l'osmolalité, de la concentration des protéines et des hématocrites au niveau intracellulaire. Ça, c'est le tableau qui englobe les grands syndromes de perturbation de l'équilibre hydroélectrolytique, c'est-à-dire les différents états d'hyperhydratation extracellulaire isolée, globale, la déshydratation extracellulaire isolée, la déshydratation globale et la déshydratation extracellulaire avec l'hyperhydratation intracellulaire ou inversement. C'est-à-dire que vous avez les variations des principaux paramètres qui sont l'hématocrite, HT, les protéines, la natrémie, l'osmolarité et la DH, la VP. Vasopressin. Maintenant, on va voir la perturbation des électrolytes, c'est-à-dire le potassium et le sodium. Donc, vous avez ici, on va voir hypocalémie, hypercalémie, hyponatrémie et hypernatrémie. Pour l'hypocalémie, donc généralement, la caliurèse elle est supérieure à 15 millimoles par 24 heures, ou bien la caliurèse sur un échantillon, elle est inférieure à 15 millimoles par litre. Donc, soit on est devant un cas de présence d'une HTA, sujet qui est hypertendu, donc c'est un hyperaldostéronisme primaire, un adénome hyperplasique ou carcinome, secondaire par sténose de l'artère rénale, ou on est devant un cas d'hypercorticisme ou une maladie génétique. On a l'hypocalémie qui est observée en cas d'HTA qui va évoquer ces différentes étiologies. Hyperaldostéronisme primaire, ou il est secondaire, ou le syndrome de Cushing, maladie par hyperplasie de la cortico-surrénale, ou une maladie génétique. Ça, c'est l'hypocalémie. Donc, l'hypocalémie, on va trouver une hypernatrémie. Et c'est pour cela qu'on parle d'hyperaldostéronisme. L'hyperaldostéronisme, l'aldostérone qui est une hormone qui permet la réabsorption du sodium. Donc, elle va favoriser une augmentation de la natrémie. En même temps, il y a élimination du potassium. Donc, c'est hypocalémie. Donc, elle peut être observée avec l'HTA. S'il y a absence, il n'y a pas d'HTA. Parce qu'automatiquement, s'il y a une HTA, il y a l'un de ces syndromes. S'il n'y a pas d'HTA, c'est automatiquement observé en cas de prise de diurétique, en cas de vomissement, une acidose tubulaire, une acidose diabétique, hypomagnésémie, le syndrome de Bartter ou le syndrome de Gittelman. Ça, c'est des syndromes qui sont rares, qui s'accompagnent d'une hypocalémie en l'absence d'HTA. On peut avoir la caliurèse qui est détectée uniquement sur un échantillon, c'est vu qu'il y a des pertes urinaires, si le malade il est sous diurétique, ou perte extra-rénale, surtout chez le malade qui présente une diarrhée et qui est sous le laxatif ou qui présente une hypersudation. Donc les mécanismes transcellulaires, c'est des médicaments qui provoquent cette hypocalémie, surtout la prise d'insuline. Donc on a une prolifération cellulaire, l'anémie pernicieuse traitée par la vitamine B12, ou là une paralysie périodique familiale, ou rarement une thyrotoxique périodique paralysis. C'est-à-dire c'est un syndrome qui est très rare, qui peut être évoqué en dernier lieu pour poser le diagnostic d'une hypocalémie qui a été recherchée et qui est retrouvée en même temps qu'une caliurèse inférieure à 15. Lorsque je dis caliurèse, c'est la concentration du potassium au niveau urinaire. Ici, on va le prendre sur un échantillon, on l'a trouvé supérieur à 15. S'il est inférieur à 15, on va évoquer ces diagnostics. Donc ça, c'est cet algorithme pour permettre de poser le diagnostic. Hypocalémie associée à une augmentation de la caliurèse. On va chercher la tension. Si on a une HTA, on a ces diagnostics qu'on peut évoquer, qu'on peut confirmer par d'autres dosages, par le dosage de l'aldostérone, par le dosage du cortisol. Chaque diagnostic a la recherche génétique d'une éventuelle aberration du gène responsable de la réabsorption du sodium au niveau rénal. Si on n'a pas d'HTA, on peut rechercher une de ces causes.
Est-ce que le malade il est sous diurétique? Est-ce qu'il a présenté des épisodes de vomissement? Est-ce qu'il il est diabétique? Donc il a présenté une acidocétose diabétique ou là, un syndrome rare, le syndrome de Bartter ou le syndrome de Giltman. Si le sujet il a une hypocalémie, mais qui a une caluréase qui est inférieure à 15, mais pas supérieure, mais on va chercher d'autres choses. On ne va pas chercher la tension, on va chercher d'autres choses. C'est surtout des pertes rénales ou des pertes extra-rénales ou bien d'autres médicaments qui sont pris à l'occasion d'autres maladies qui peuvent avoir des effets secondaires, une hypocalémie. Donc ça c'est pour l'hypocalémie. Pour l'hypercalémie, donc c'est une augmentation du potassium au niveau sanguin, peut-être par un apport excessif de potassium. Donc c'est surtout des aliments qui sont très riches en potassium. Donc on peut avoir une pseudo-hypercalémie, c'est-à-dire que c'est une erreur technique de dosage. Il n'y a pas d'hypercalémie. On peut refaire le dosage sur un autre automate ou dans un autre laboratoire. On va retrouver un résultat qui est normal. On peut aussi trouver un défaut d'excrétion rénale. Donc on doit exclure d'abord les premières causes. Un excès d'apport ou une erreur d'analyse. Si on n'est pas devant ces cas, on doit rechercher un défaut d'excrétion rénale. C'est au niveau rénal qu'on doit explorer. Des diurétiques qui peuvent inhiber la sécrétion du potassium. Rechercher s'il y a une éventuelle prise de médicamenteuse. Une insuffisance rénale, qui peut s'agir d'une insuffisance rénale aiguë ou chronique. Ou on va rechercher une insuffisance surrénalienne. Une insuffisance surrénalienne, une diminution d'aldostérone, même s'il y a une augmentation de la rénine, c'est la maladie d'Addison. C'est l'inverse de l'hyperaldostéronisme, c'est l'insuffisance de la fonction de la minéralocorticoïde. Donc on doit rechercher l'une de ces causes devant une hypercalémie, ou il peut s'agir d'une hypercalémie uniquement liée par transfert cellulaire en cas d'acidose, en cas d'hypoinsulinisme, en maladie sous bêta-bloquant, ou en cas de catabolisme cellulaire important ou un exercice physique intense. C'est-à-dire qu'il faut toujours éliminer les diagnostics les plus banaux pour rechercher une pathologie fixe. Un apport excessif, c'est-à-dire c'est par l'anamnèse, par l'interrogatoire avec le malade, s'il a pris des médicaments qui sont connus comme étant riches en potassium. Si le dosage, on doit toujours refaire le dosage, on ne peut pas poser le diagnostic sur un premier résultat, il faut refaire le dosage dans un autre laboratoire ou dans le même laboratoire pour confirmer. Il se peut qu'il y ait un problème, on a dit que le potassium il est peut-être altéré par l'hémolyse, il peut s'agir d'un tube qui est d'un prélèvement qui est hémolysé, même si l'hémolyse n'est pas franche, donc elle peut entraîner ce genre de perturbation. Refaire le prélèvement, à défaut, rechercher l'une de ces causes. Une atteinte rénale, comme je vous ai dit toujours, c'est le rein qu'il faut explorer parce que la réabsorption de ces électrolytes et leur excrétion se fait au niveau rénal. S'il y a une altération de la fonction rénale, il y a automatiquement altération des fonctions de réabsorption et de sécrétion du sodium et du potassium. Donc, recherchez toujours une insuffisance rénale aiguë ou chronique. Recherchez une altération du système qui contrôle la réabsorption, surtout du sodium qui accompagne le potassium. Donc, c'est le système rénine-angiotensine-aldostérone, c'est la maladie d'Addison. Ou bien, recherchez si le malade il est sous un type de diurétique qui est responsable de l'inhibition de l'excrétion de ce potassium, ce qui explique l'hypercalémie. Si on a éliminé tous ces diagnostics, on va voir s'il ne s'agit pas d'un sujet qui est diabétique, qui est sous insuline, qui a présenté qui a fait un exercice physique intense ou qui est sous un traitement, par exemple les bêta-bloquants qui peuvent entraîner ce type de désordre. Pour la natrémie, donc toujours devant une modification de la concentration en sodium, il faut déterminer le volume du liquide extracellulaire. On recherchera toujours une éventuelle déshydratation extracellulaire avec une hyperhydratation intracellulaire ou bien une hydratation extracellulaire avec une hyperhydratation intracellulaire, c'est-à-dire globale. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans chacune, il y a une hyponatrémie. Donc l'hyponatrémie, elle accompagne généralement ces états, ces troubles plutôt d'hydratation intra- ou extracellulaire.
Donc, on peut s'agir d'un abus de diurétique avec insuffisance surrénalienne. On peut avoir une cirrhose décompensée ou une insuffisance cardiaque. C'est les mêmes étiologies qu'on a évoquées pour les états d'hyperhydratation. Donc, on peut rechercher aussi le syndrome de sécrétion inappropriée de l'ADH, ou bien on peut rechercher la notion de potomanie. Donc, c'est les mêmes étiologies, parce qu'on a dit que le sodium, il accompagne l'eau. Donc, s'il y a hyponatrémie, ça veut dire qu'il y a une déshydratation généralement dans le milieu extracellulaire, ou bien une déshydratation extracellulaire avec une hyperhydratation intracellulaire. Donc, on dose l'électrolyte dans le milieu extracellulaire, dans le plasma. Donc, s'il y a une déshydratation, ça veut dire, plutôt s'il y a une hyperhydratation, ça veut dire qu'il y a une dilution, c'est une hyponatrémie. Donc, il faut éliminer ça, c'est des fausses causes d'hyponatrémie. C'est l'augmentation de la glycémie. Chez un diabétique, on observe souvent une légère hyponatrémie, qui n'est pas une hyponatrémie vraie. Donc, elle accompagne toujours l'hypoglycémie, et plutôt l'hyperglycémie. Donc, il faut toujours... C'est-à-dire, si vous avez une hyponatrémie, vous avez d'abord plusieurs données. Les renseignements sur le malade et d'autres résultats biologiques. Si vous avez une hyperhydratation, il faut se dire que probablement cette hyponatrémie n'est pas liée à un trouble de l'état d'hydratation, mais elle accompagne uniquement cette hyperglycémie. Surtout s'il n'y a pas notion de trouble de déshydratation. Donc on a l'hypernatrémie, c'est l'inverse. Donc c'est une déshydratation extracellulaire. Elle peut être donc déterminer toujours le volume du secteur extracellulaire. C'est une déshydratation intracellulaire ou une déshydratation extracellulaire. Donc une déshydratation globale ou une déshydratation intracellulaire. Donc c'est l'apport excessif en sel, c'est la cause, c'est les iatrogènes. Donc c'est les mêmes étiologies qu'on a décrites tout à l'heure, les états de déshydratation. Hyperventilation par fuite, déficit en eau pure, diurèse osmotique, glucose et mannitol ou diabète insipide. C'est la cause la plus fréquente. Donc on remarque, on dira qu'il est nécessaire de faire la distinction entre une fausse hyponatrémie et une vraie hyponatrémie. Dans certaines conditions, la valeur de la natrémie mesurée, elle est faussement abaissée suite à une hyperprotidémie chez les sujets qui ont un myélome, c'est un cancer des os, ou une hyperlipidémie. Donc si vous avez une hyponatrémie, vous avez devant vous une hyperprotidémie avec une hyperlipémie, une hyponatrémie il peut s'agir d'une fausse hyponatrémie qui accompagne uniquement cet état d'hyperprotidémie et d'hyperlipidémie. Il faut aussi éliminer les hyponatrémies factrices, donc devant une osmolalité normale, qui sont dues à une hyperprotidémie, une hyperlipidémie. Donc il faut éliminer aussi les hyponatrémies translocationnelles qui suivent une hyperglycémie. Donc c'est par la détermination de l'osmolalité. Si l'osmolalité elle est normale, donc la natrémie, normalement, on ne peut pas avoir une osmolalité normale avec une perturbation de la natrémie, hypernatrémie. Elle ne peut être qu'une fausse hyponatrémie. Il faut rechercher sa cause. Est-ce que vous avez compris? Parce qu'on a terminé le cours sur l'exploration biochimique de l'état d'hydratation et de l'équilibre hydrominéral. Vous n'avez pas de questions? Donc je vous dis bon courage. Et on se verra, Inch'Allah, la dernière unité pour voir l'exploration de la digestion. Merci.